Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La sécurité et la coopération en Asie. Quand nous regardons nos intérêts globaux, ils commencent ici en Asie. Nous considérons que cette région va être plus importante pour notre sécurité dans l'avenir que par le passé. En ce début du XXIe siècle, le monde connaît de nombreuses mutations. Par conséquent, des adaptations stratégiques seront nécessaires. D'ailleurs, des changements sont déjà perceptibles. Dans ce chapitre, nous examinerons plus particulièrement la mutation du monde bipolaire que nous connaissions avant la chute de l'Empire soviétique vers celui qui se dessine aujourd'hui, un monde multipolaire, voire pour certains un G2 chimérica. La globalisation de l'économie et la tendance au multipolaire pourraient à première vue paraître incompatibles, mais il n'en est rien. Car la première, avec la compétition, mais aussi l'interdépendance et l'interactivité des marchés, est d'ordre économique, alors que la seconde, avec la montée en puissance de certaines nations, mais aussi le déclin d'autres, est politique. D'une part, les États sont de plus en plus rivaux pour accaparer les ressources indispensables à leur croissance. Mais d'autre part, des associations de pays, qu'elles soient politiques, économiques ou miliaires, ont vu le jour au cours des dernières décennies ou se constituent sous nos yeux, comme le BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Parallèlement à la formation de ces groupes, parfois antagonistes, se développe une volonté de coopération en vue d'assurer la sécurité des populations, des économies et des systèmes de gouvernement. Compte tenu de la complexité géopolitique de la région, il est à l'évidence indispensable de jeter un coup d'œil sur la forte tendance vers un monde multipolaire, ainsi que sur la problématique de la prolifération nucléaire. L'intégration économique en Extrême-Orient et la nécessité de créer une organisation de coopération et de sécurité en Asie feront également l'objet de notre attention. Ce sont là des éléments qui influeront sur l'avenir de la péninsule coréenne. Dans les pages qui suivent, nous examinerons les projets, totalement ou partiellement aboutis, de création d'une organisation de coopération et de sécurité en Asie, mais il convient d'abord de nous pencher sur les perspectives d'une intégration économique en Extrême-Orient. Car l'intégration économique pourrait constituer un premier pas vers la création d'une telle organisation. Monde bipolaire, monde unipolaire, monde globalisé, monde multipolaire, chimérica? Le centre du monde bascule de l'Atlantique au Pacifique. Est-on certain que le centre du monde bascule de l'Atlantique vers le Pacifique? Contredisant Jacques Attali et d'autres partisans de cette vision, Guy Sormand pense qu'on ne saurait parler d'un siècle de l'Asie aussi longtemps que sa sécurité dépendra d'un gendarme non asiatique. Pour tenter d'y voir clair, examinons l'évolution du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde bipolaire que nous avons connu depuis 1945 avait pu perdurer à cause de la menace nucléaire réciproque que brandissaient l'URSS et les USA. En Extrême-Orient, nous avions pendant des décennies d'un côté les États-Unis et le Japon. Ce dernier, sous la doctrine Yoshida, se concentrait sur son développement économique et dépendait des Américains pour sa défense. La Corée du Sud faisait partie de cette structure. De l'autre côté, l'URSS et la Chine, malgré leurs nombreuses différences et malgré leurs différends fréquents, étaient forcées de coopérer, face à la menace que représentait pour elles l'alliance Washington-Tokyo. La Corée du Nord, qui se voulait indépendante, juge de Moscou et de Beijing dès les années 1960, n'avait pas d'autre choix que de se mettre sous la protection du parapluie nucléaire soviétique. Car, tant Moscou que Beijing, tout en assistant la RPDC dans le domaine du nucléaire civil, avaient toujours refusé d'aider Kim Il-sung à développer l'arme atomique. Au début des années 1990, l'effondrement de l'URSS et le virage quasi simultané pris par la Chine vers une économie de marché, le développement économique et à la même époque, les succès de politique étrangère de la Corée du Sud, reconnaissance par Moscou puis par Beijing, le souhait du Japon être un acteur plus visible, non seulement économiquement mais aussi, depuis la fin des années 1990, quant à ses capacités de défense, tous ces événements ont rendu caduque ce monde bipolaire. Il avait été remplacé par un monde unipolaire avec les États-Unis comme unique puissance économique, politique et militaire, c'est-à-dire comme seule puissance globale. Evgeny Primakov,
ancien ministre russe des Affaires étrangères, dénonçait la persistance dans l'esprit des dirigeants américains d'une conception unipolaire. De son côté, Condoleezza Rice, son homologue américain, disait que la multipolarité c'est la théorie de la confrontation, de la concurrence et dans sa pire forme, de la concurrence des valeurs. Au cours du XXe siècle, l'Asie du Nord-Est a été le centre des rivalités entre les 4 puissances qui influent sur cette région: la Chine, les États-Unis, le Japon et la Russie. L'Asie du Nord-Est a aussi été la région où s'est produite une confrontation quasi ininterrompue sur la péninsule coréenne: colonisation par le Japon, guerre de Corée, menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes. Cette région fut aussi et reste encore sujette à un conflit toujours possible au sujet de Taïwan. La conjonction du dynamisme économique et du potentiel des forces armées de la Chine, de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud, mais aussi de leur rivalité, d'une part, et l'absence d'une organisation de coopération et de sécurité dans cette région, d'autre part, ont permis jusqu'à maintenant aux États-Unis de conserver un rôle stabilisateur dans la région. Cependant, la stabilité qui prévaut depuis le milieu des années 1950 et la prospérité dont peuvent s'enorgueillir la Chine, le Japon et la Corée du Sud, pays qui depuis l'automne 2008 sont victimes de la crise mondiale, mais qui sont aussi parmi ceux dont l'économie s'est redressée le plus rapidement, pourraient se dégrader et les rivalités susmentionnées pourraient s'exacerber au cours des décennies à venir. Dans ce cas, les intérêts des États-Unis dans cette région pourraient être menacés. Dans ce contexte, il faut aussi relever qu'avec les années, la toute-puissance américaine en Extrême-Orient s'est effritée. Le développement économique et militaire de la Chine, ainsi que ses formidables réserves en devises, les ressources énormes de la Russie en pétrole et en gaz, la renaissance du militarisme japonais, les velléités d'indépendance politique de Séoul vis-à-vis de Washington sous la présidence de Kim Dae-jung et plus encore sous celle de Roh Moo-hyun, velléités tempérées par l'arrivée à la présidence de Lee Myung-bak, la question de Taïwan, mais surtout les programmes nucléaires et balistiques nord-coréens, ont créé un potentiel de conflit dans la région. Ces tensions ont eu pour corollaire que les USA ont dû revoir leur stratégie, tant au plan politique que militaire. En effet, la croissance économique des principaux acteurs de la région leur a permis d'augmenter le volume de leurs armements et d'en améliorer la sophistication. Les armées de la Chine, de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud sont en pleine transformation, les deux dernières compte tenu de la menace nord-coréenne. Au début des années 1990, la vision du monde qu'avait Boris Yeltsin était celle d'un monde unipolaire. 5 ans plus tard, le président russe avait réalisé que ce monde devenait multipolaire. En juin 2010, Poutine avait déclaré « La Russie doit chercher à former un système multipolaire de relations internationales 14. » Puis, le monde bipolaire que nous connaissions avant la chute du mur de Berlin et auquel avait succédé un monde unipolaire a été remplacé par un monde globalisé. Cette affirmation pourrait paraître être un truisme, étant donné que ce nouvel âge est surtout connu à travers la mondialisation de l'économie. Dans un article intéressant paru fin 2004 dans le Los Angeles Times et intitulé « The End of the Unipolar Era », Richard Ennas relevait qu'un élément avait été négligé depuis le 11 novembre 2001, la globalisation de la menace, elle soit nucléaire, prolifération RPDC, Iran, etc., terroriste, Al-Qaïda, protectionniste, agriculture, acier, changement du climat, pollution, réchauffement de la planète ou encore maladies infectieuses, sida, pandémie grippale. On pourrait ajouter la globalisation des tensions provoquées par la course à l'approvisionnement en énergie, et plus récemment celle due aux crises financières et économiques de fin 2008, début 2009. La montée en puissance de l'Asie en général, et de la Chine et de l'Inde en particulier, a transformé l'équilibre économique et de sécurité, non seulement de cette région, mais également du reste du monde. Ces changements ont eu des incidences sur la structure sociale, culturelle et politique des États en question, mais ils ont aussi provoqué des tensions internationales, particulièrement entre la Chine et le Japon. Nous y reviendrons plus loin. Les acteurs principaux de cette région, la Chine, le Japon, l'Inde, sans oublier Taïwan ou les deux Corées, vont sans aucun doute influer sur la dynamique de l'Asie dans les années à venir. On peut donc en déduire que,
du monde bipolaire que nous avons connu jusqu'à la fin du XXe siècle et du monde unipolaire puis globalisé que nous connaissions au début du XXIe siècle, nous avons passé vers un monde multipolaire ou oligopolaire. En effet, la Russie et la Chine, mais aussi d'autres pays d'Asie, tolèrent de moins en moins la présence américaine en Extrême-Orient. Ils voudraient que les États-Unis se replient vers les Amériques, laissant aux Asiatiques le soin de gérer leurs affaires et d'assurer leur sécurité. Preuve de l'impatience de Moscou et de Beijing d'évincer les Américains de l'Asie centrale, en 2006 Washington avait été exclu du Shanghai Cooperation Organization, SCO. Autre preuve, le 4 février 2009, le président Dimitri Medvedev avait obtenu, contre une aide de 2 milliards de dollars, que le Kirghizistan exige la fermeture de la base militaire américaine de Mana, créée en 2001. Entre-temps, le Kirghizistan est revenu sur sa décision, mais pour combien de temps ? Cependant, les États-Unis tiennent à rester un acteur incontournable dans cette région du globe, bien que ces dernières années, leurs relations bilatérales avec les États de l'Asie se soient progressivement compliquées, voire détériorées. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce fut, entre autres pays, le cas de la Corée du Sud sous les présidences de Kim Dae-jung et surtout de Roh Moo-hyun, et ce qui a failli être le cas avec le nouveau gouvernement japonais du Premier ministre libéral Hatoyama, au sujet des bases américaines à Okinawa. Compte tenu de ces perspectives asiatiques défavorables aux USA, le président George W. Bush avait suggéré, le 29 novembre 2006 lors du sommet de l'OTAN à Riga, une initiative pour un partenariat mondial qui inclurait l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Finlande. Certains observateurs qualifièrent cette proposition de combat d'arrière-garde. Le président Chirac avait manifesté l'opposition de la France en déclarant qu'il ne voulait pas d'une alliance à géométrie variable. Il faut recentrer l'alliance sur la conduite des opérations militaires. L'Europe peut-elle jouer un rôle en Extrême-Orient ? Malgré les efforts louables du président français Sarkozy lors de la crise survenue entre la Géorgie et la Russie, puis lors du conflit israélo-palestinien de la fin 2008 début 2009, et malgré les succès qu'il a obtenus au cours de sa présidence de l'UE, l'Europe, forte démographiquement et importante économiquement, n'est pas encore une puissance politique et militaire qui puisse influer sur le reste du monde. L'Union européenne n'a pas les moyens d'une politique propre et cohérente. Elle n'est pas un bloc uni qui puisse valablement résister, si nécessaire, aux USA. Elle est encore trop souvent divisée avec une nouvelle Europe, qui s'était opposée à la vieille Europe, comme ce fut le cas par exemple, lorsque l'Allemagne et surtout la France avaient su s'affirmer contre la Deuxième Guerre en Irak. Malgré les efforts de négociation de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne pour persuader Téhéran de renoncer à son programme nucléaire militaire, ce sont encore et toujours les États-Unis d'une part, et la Chine et la Russie d'autre part qui détiennent la plus forte influence géostratégique sur la Corée du Nord, sur l'Iran et sur les affaires du monde. Du monde multipolaire qui avait succédé au monde unipolaire caractérisé par l'hégémonie américaine incontestée, certains analystes pensent que nous nous acheminons maintenant vers un nouveau monde bipolaire, une sorte de G2 déguisé en G20, avec les États-Unis et la Chine comme acteurs principaux, sinon uniques, qui depuis 2009 et depuis la rencontre entre les présidents Obama et Hu Jintao, entendent traiter des principaux problèmes mondiaux comme la crise financière, la défense, le nucléaire, l'écologie, les droits de l'homme. Cette connivence que l'on appelle chimérica ne signifie toutefois pas une entente parfaite. Car, comme l'écrivait Jacques Attali dans l'Express du 26 novembre 2009, les deux géants sont aussi concurrents, voire rivaux dans de nombreux domaines. Approvisionnement en pétrole et en matières premières, contrôle des mers, influence en Afrique, en Asie centrale, en Russie et même en Inde et en Europe. À la fin de la première décennie du XXIe siècle, la Chine et les États-Unis sont donc les deux puissances prépondérantes, mais ils sont confrontés à un problème. Leur interdépendance au plan économique et financier, la première finançant par l'accumulation de ses réserves monétaires la croissance et surtout leurs endettements respectifs. Toutefois, vu que la Chine accuse encore du retard dans de nombreux domaines, il ne fait pas de doute que les États-Unis garderont pendant de nombreuses années encore leur place prééminente, principalement au plan politique et militaire. Ils devront néanmoins prendre en compte les ambitions de leurs plus sérieux concurrents.
Le fait que la grande majorité des tensions actuelles se déploient autour d'un arc de crise, qui va de l'Atlantique à l'océan Indien, ne doit pas leur faire oublier que la balance économique et stratégique penche vers l'Asie. De plus, les incertitudes et les divergences stratégiques entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu'entre les États-Unis et la Russie pourraient se transformer en différends régionaux difficiles à résoudre. Un autre problème est posé par la position inconfortable des États-Unis comme puissance protectrice du Japon, en même temps que contrepoids stratégique de la Chine. Tokyo et Washington ont une alliance défensive qui, entre autres clauses, définit Taïwan comme un intérêt stratégique commun. Selon Jonathan Despolack, The Changing Political Military Environment, Northeast Asia, 4 problèmes pourraient à terme influer sur l'environnement sécuritaire de l'Asie du Nord-Est et sur les options de la politique de sécurité des États-Unis. Primo, une transition politique, économique et stratégique en Chine et l'incertitude, à long terme, des relations de Beijing avec les États de la région. Secondo, l'avenir de l'Alliance USA-Japon, en particulier les inquiétudes sécuritaires et les buts qui définiront le rôle du Japon comme puissance politico-militaire. Tertio, l'évolution de la péninsule coréenne, relations futures avec la RPDC, réduction ou intensification de la menace nucléaire mais aussi conventionnelle nord-coréenne, réunification, et in fine, les perspectives des avenir de la Russie, y compris la situation politique interne qui pourrait affecter la capacité et la volonté de Moscou de coopérer avec Washington en matière de sécurité, en particulier en Asie centrale et dans la région du Nord-Est asiatique. Comme nous l'avons vu, il ne fait pas de doute que la balance se déplace de plus en plus vers l'Asie, tant au plan politique qu'économique. Compte tenu de ce qui précède, on peut logiquement se demander si dans un avenir proche, la Chine sera à elle seule en mesure et désireuse d'influer sur la politique de l'Asie, ou si elle se verra obligée de composer avec les États-Unis, voire avec d'autres puissances, Inde, Japon, Corée du Sud, ou encore avec une organisation de coopération qui reste à créer. Quelles institutions seront-elles à même de prendre en main les domaines importants que sont le climat, l'environnement, la décroissance démographique et la sécurité? Comme l'écrivait le professeur Kurt Gasteiger dans la Neue Zürcher Zeitung du 26 novembre 2009, cette question sera sans doute l'un des thèmes politiques centraux des prochaines années. Parmi tous ces problèmes, il en est un qui mérite que l'on s'y attarde. La sécurité nucléaire qui dépend en grande partie du traité de non-prolifération, mais aussi de la volonté politique des dirigeants de cette planète. Compte tenu de l'importance du sujet, tant pour la péninsule coréenne que pour l'avenir du monde, nous allons y consacrer un chapitre. Car ce sujet est actuel. Barack Obama n'a-t-il pas exprimé la volonté de militer pour un monde sans armes nucléaires? Le président américain a d'ailleurs réitéré cette volonté le 5 avril 2009 à Prague, mettant ainsi la dénucléarisation et la non-prolifération au centre de sa politique étrangère. L'intégration économique en Extrême-Orient. Un des paradoxes de notre époque est que plus le monde se globalise, plus le régionalisme se renforce. L'intégration européenne s'est poursuivie avec l'arrivée de 10 nouveaux pays membres en 2005 et 2 nouveaux en 2007. Un 28e, l'Islande, frappe à la porte et la Turquie, soutenue par les États-Unis, voudrait bien aussi rejoindre l'UE. Les Amériques connaissent aussi une intégration économique avec le NAFTA, North America Free Trade Agreement. La Corée du Sud a signé un accord économique, le CORUS, avec les États-Unis, un autre avec l'Inde et un autre avec l'UE. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud ont créé le IPSA, India-Brazil-South Africa. Cette liste n'est pas exhaustive. Des efforts d'intégration économique des pays asiatiques sont en cours depuis plusieurs années, et depuis longtemps ces pays aimeraient créer une communauté économique et politique semblable à l'Union européenne. Tous ont compris qu'avec la chute du communisme et avec la fin de la guerre froide et du bipolarisme, et l'arrivée de la mondialisation, la seule alternative est l'économie de marché. La question est de savoir comment les blocs en présence, la Chine et les États-Unis par exemple, ou la Chine et le Japon autre exemple, vont réagir l'un envers l'autre. Car plus les États deviennent intéressés par le bien-être de leur peuple, plus les risques d'instabilité géopolitique se font sentir. La crise mondiale dont l'ampleur a été ressentie dans toute sa brutalité dès l'automne 2008, a évidemment touché l'Asie.
Au début du mois de mai 2009, la Corée du Sud, l'Indonésie et l'Inde annonçaient une baisse sensible de leurs exportations. Le 20 mai, le Japon annonçait une baisse de 4% de son BIP pour les 3 premiers mois de 2009, soit l'équivalent de 15,2% sur une base annuelle. Ces mauvaises nouvelles ne pouvaient qu'inciter les gouvernements de ces pays à promouvoir des plans de relance, mais aussi à envisager des unions économiques avec leurs voisins. Dès le deuxième trimestre de 2009, ces pays, ainsi que la Chine, annonçaient la reprise de leur croissance. Ce mouvement s'est heureusement poursuivi en 2010. Notons cependant que la dette du Japon et un yen particulièrement haute impactent sérieusement sur son économie. Toutefois, la compétition pour s'approprier les ressources, le vieillissement de la population de certains pays, Japon, Europe, mais aussi Chine compte tenu de sa politique de l'enfant unique, le déséquilibre des économies et les réactions populaires contre un système international globalisé, ainsi que les fragmentations et le régionalisme qui en résultent, pourrait affecter négativement les progrès souhaités. Production mondiale des principales matières premières. Source: Le Figaro Économie, 1er décembre 2008. En l'absence d'une organisation régionale de coopération, les rivalités stratégiques entre la Chine, l'Inde et le Japon, sans oublier les USA, vont certainement se concrétiser autour des ressources en énergie et des innovations technologiques. Dès lors, on ne peut pas exclure la survenance de désirs d'expansion territoriale, de rivalité militaire et de course aux armements. Car, comme l'écrivait Thomas Fingard dans la revue de l'Atlantic Council, historiquement, les systèmes multipolaires ont toujours été plus instables que les systèmes bipolaires ou unipolaires. Le transfert de la richesse globale et de la puissance économique de l'Ouest vers l'Est, que ce soit en termes de volume ou de rapidité du processus, est sans précédent dans l'histoire moderne. D'une part, l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières en 2007 à 2008 avait profité à la Russie et aux pays du Moyen-Orient. Le fait que ces prix aient baissé en 2008 à 2009 n'exclut pas qu'ils remontent, produisant le même effet. D'autre part, le coût de la main-d'œuvre, combiné avec les politiques de certains États, a orienté la production de la plupart des biens de consommation vers les pays d'Asie. Pour éviter qu'une concurrence acharnée ne les déstabilise, certains de ces pays ont souhaité se regrouper dans des organismes régionaux de coopération économique, voire de sécurité. Nombreux sont les lecteurs familiers de ces organisations. Il y en a cependant qui souhaitent se documenter sur certains de ces groupements, associations ou organisations. Par souci de simplification, nous les avons regroupés dans l'annexe I à la fin de cet ouvrage. Les organisations de coopération et de sécurité en Asie. The Social, Economic and Political Transition Now Under Why in Asia is Positive but Uncertain. Unlike Europe, communist regime remain in power in East Asia. Also leadership and generational change are underway in this state. The outcome of this transition could have a major impact on security and stability of the region. Cette citation est confirmée par le fait que la stabilité en Asie et la liberté d'acheminement, tant terrestre que maritime, des matières premières et des hydrocarbures en particulier, principalement vers la Chine et le Japon, sont aujourd'hui encore assurées par la marine américaine. En d'autres termes, les États-Unis, en tant que puissance militaire et économique globale dominante, restent le gendarme du monde. On peut évidemment se demander pour combien de temps encore, mais il est probable que cette liberté de circulation et de transit du commerce international, garante du dynamisme de l'Asie en général, mais surtout de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, serait sérieusement mise à mal en cas de disparition soudaine de l'équilibre garanti par les Américains. Cependant, compte tenu que la Chine et la Russie ne veulent plus d'une hégémonie américaine en Asie, et que, par conséquence, l'influence des États-Unis a tendance à diminuer, il est impératif de songer à un organisme capable de remplacer le gendarme américain pour assurer la sécurité en Asie. La création d'une organisation de coopération et de sécurité en Asie sera de toute évidence confrontée aux problèmes nucléaires. La Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord étant des puissances nucléaires, il sera probablement plus facile de concevoir une communauté économique dans cette région que d'y réaliser un système de résolution des disputes ou une alliance militaire 27.
À fin mai 1993 à Manille, l'amiral Charles Larson, alors commandant des forces US dans le Pacifique, CINCPAC, déclarait déjà que la formation dans la région d'un organisme de défense mutuelle tel que l'OTAN était improbable dans un avenir proche. À cette époque, le NEACD, Northeast Asia Cooperation Dialogue, un forum de sécurité régionale non gouvernemental, n'était pas en mesure de résoudre les problèmes mineurs entre les géants asiatiques. 21 ans plus tard, début novembre 2004, les délégués des États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANASEASEAN, et ceux des autres pays concernés par la sécurité de la région se réunissaient à Beijing dans le cadre de l'ASEAN Regional Forum pour ouvrir de nouveaux canaux de discussion et d'échange entre officiels du domaine de la défense. Les délégués avaient abordé des problèmes tels que les disputes territoriales. Elles sont nombreuses, voire sous tension en mer de Chine méridionale, les îles Spratly, Paracel et Senkaku. L'annexe 2, à la fin de cet ouvrage, énumère les diverses organisations de coopération et de défense qui existent de nos jours, en commençant par celle qui est probablement la plus ancienne d'entre elles, les Five Power Defense Arrangements, que d'aucuns ont probablement à juste titre qualifiés de Southeast Asia Non-Regional Security Organization. Dans le contexte de l'Organisation de coopération de Shanghai, OSC, et de l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, qui toutes deux sont examinées dans l'annexe 2, il convient de faire état du problème que pose la présence américaine en général et les bases américaines en Asie centrale en particulier, région classée d'importance stratégique par le Pentagone. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, ces installations militaires sont la base arrière de la lutte antiterroriste conduite par les Américains en Afghanistan, mais elles ne sont pas les bienvenues. Nous en reparlerons dans les pages consacrées aux États-Unis, dans le chapitre consacré à l'environnement géopolitique des deux Corées. Un autre aspect qui concerne cette région d'Asie centrale est la propagation de l'islamisme radical, en particulier dans la vallée de Fergana qui s'étend sur des portions du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Ce phénomène pourrait poser des problèmes aux États-Unis et à l'OTAN qui entretiennent en Asie centrale des bases pour le ravitaillement de leurs troupes en Afghanistan. Les Russes, qui ont aussi des bases militaires dans cette région, sont également inquiets. Ils craignent que l'islam radical se propage aux parties musulmanes de la Russie. L'énumération de ces problèmes: nucléaire militaire en Asie, liberté d'acheminement des matières premières, base américaine en Asie centrale, lutte antiterroriste, menaces posées par l'islam radical, est la preuve de la nécessité de créer un organisme qui puisse assurer la sécurité en Asie. Un tel organisme est-il concevable? C'est ce que nous allons examiner dans les pages qui suivent. D'emblée, nous pouvons prétendre que la création d'une architecture capable d'assumer la coopération et, si possible, d'assurer la sécurité dans cette région dépendra en partie de la résolution de la question coréenne, qu'il s'agisse du problème nucléaire de la RPDC en particulier ou de la nécessité d'une réconciliation des deux Corées. Une organisation de coopération et de sécurité est-elle concevable en Asie? The idea of achieving security through national armament is, at the present state of military technique, a disastrous illusion. Au début de ce chapitre, la problématique de l'intégration économique et celle de la sécurité et de la coopération en Asie ont été développées. Depuis quelques années, des discussions concernant une New Security Architecture en Asie ont pris de l'ampleur. Une union économique, politique et militaire dans le sens de celle recherchée par l'Union européenne, très partiellement aboutie en ce qui concerne les deux derniers volets, est-elle concevable en Asie? Pour essayer de répondre à cette question, il convient de tenter une approche de ce que pourrait être l'avenir de cette région. Mais avant d'examiner le rôle que pourrait jouer une organisation de coopération et de sécurité en Asie, il est un scénario qu'on se doit de présenter ici, même si certains diront qu'il relève de l'utopie. Une union confucéenne, modèle pour une architecture sécuritaire en Asie. Dans un essai publié le 7 avril 2005 par l'Asia Times sous le titre de « Thinking the Unthinkable Confucian Union », Jean Crick suggérait que dans 10 à 15 ans, suite à la réunification des deux Corées, les pays d'Asie de l'Est formeront une telle union.
Cette union intégrera le Japon, comme l'Europe a intégré l'Allemagne. Dès 2020, l'East Asia Union de CRIC sera le bloc le plus fort du monde, devant l'UE et la NAFTA, North America Free Trade Area. La Chine et la Corée unifiées seront capables de neutraliser la menace militaire du Japon, en l'absorbant dans une union politique. CRIC pense que cette union confucéenne est plausible, le nationalisme fort en Chine, en Corée et aussi au Japon, ne devant pas être un obstacle, car les valeurs du confucianisme, groupe, famille, communauté et État sont communes à ces trois pays. Le libéralisme économique, introduit en Chine par Deng Xiaoping, devrait avec le temps transformer la Chine en un État démocratique. Les États démocratiques ne se faisant pas la guerre, une telle union, selon CRIC, sera donc réalisable et viable. Reste à résoudre la problématique du manque de cohérence et de cohésion entre les États de l'Asie de l'Est, région caractérisée par une profonde diversité non seulement économique, mais également ethnique, culturelle et religieuse. Les pays asiatiques sont encore très suspicieux de leurs voisins. À titre d'exemple, la coopération entre la Chine et le Japon sera un facteur déterminant pour l'avenir de la région. Force est donc d'avouer que l'union confucéenne de CRIC est encore une pure spéculation à l'heure actuelle. Il n'en demeure pas moins qu'un forum régional de l'Asie du Nord-Est devrait être créé. Cherche forum pour coopération régionale en matière de sécurité en Asie de l'Est. Dans les années 1990, toute suggestion tendant à instituer une coopération régionale en matière de sécurité aurait été rejetée comme immature compte tenu des différences culturelles et idéologiques des États concernés. Au début du XXIe siècle, à la suite des essais nucléaires nord-coréens, cette perspective n'est plus écartée. Car, si ces essais ont provoqué l'ire de la communauté internationale, elles ont aussi suscité des réflexions quant à la sécurité dans cette région. Le 10 septembre 2006, à l'occasion du 6e Asia-Europe Meeting, ASEM à Helsinki, le président sud-coréen Roh Moo-hyun avait déjà proposé d'organiser un régime multilatéral de sécurité en Asie du Nord-Est. Lors du sommet de l'APEC en novembre 2006 à Hanoï, les Américains avaient évoqué un projet de coopération régionale sur le modèle de l'OTAN. Les États-Unis espéraient alors que le test nucléaire nord-coréen du mois précédent conduirait les États de la région vers une coopération active en matière de sécurité en Asie. À la mi-octobre 2006, Sean McCormack, porte-parole du US Department of State, avait déclaré There are no existing pan-Northeast Asian security structures there. Those are discussions that are worth having. Le département d'État américain était donc d'avis qu'il fallait en parler. Quel rôle une structure sécuritaire pourrait-elle jouer en Asie ? De toute évidence, il s'agirait en premier lieu d'éviter des conflits. En outre, un tel forum pourrait convoquer des rencontres multilatérales régulières sur les questions importantes ayant trait à l'économie, à l'énergie, à l'eau et de toute évidence, à la sécurité. Certains experts, qui ont une vision géostratégique de ce que pourrait être l'Extrême-Orient dans un futur proche, pensent que ce forum pourrait comprendre les USA, la Chine, la Russie, le Japon et la Corée du Sud, c'est-à-dire les 5 pays qui ont participé depuis 2003, avec la Corée du Nord, au entretien à 6 sur la question nucléaire de la RPDC. Cette idée concrétiserait la déclaration qu'ont faite conjointement les 6 à la fin du 4e round de ces entretiens, le 19 septembre 2005 à Beijing. The directly related party will negotiate a permanent peace regime on the Korean Peninsula at an appropriate separate forum. La constitution d'un système multilatéral de coopération et de sécurité en Asie du Nord-Est, en lieu et place des accords bilatéraux qui lient les USA au Japon et à la Corée du Sud, entre autres pays, permettrait certainement d'établir un régime permanent de paix dans et autour de la péninsule. Un tel système favoriserait les efforts entrepris en vue d'une dénucléarisation de la RPDC et d'une réconciliation des deux Corées. De toute évidence, la participation de Washington à un tel organisme pourrait aller à l'encontre de la stratégie multipolaire envisagée par la Chine et la Russie qui, toutes deux, souhaitent démanteler l'hégémonie américaine dans la région, mais elle aurait l'heure de procurer aux Américains un forum où régler leurs problèmes en Asie. Il ne serait pas pensable d'exclure la Russie, le plus grand pourvoyeur d'énergie de la région, d'autant plus que Moscou est déjà engagé dans la résolution de plusieurs disputes,
pétrole et gaz en Asie centrale, nucléaire en Corée du Nord. Le Japon, puissance économique dont les relations politiques avec la Chine et la Corée du Sud ont longtemps été au plus bas, et dont la compétition économique avec la Chine est un fait avéré, devrait également participer à ce forum. La Corée du Sud, qui au cours de 2 présidences, Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun, avait activement milité en faveur du règlement pacifique de la question nucléaire nord-coréenne et qui, sous la présidence de Roh, voulait jouer un balancing role dans la région ne pourrait pas être exclue. La nécessité de la présence de la Chine, géant économique et politique régional, voire mondial, reconnu, dans un tel forum est évidente. Cependant, ce forum ne devrait pas isoler la RPDC, mais au contraire l'encourager à établir des relations de confiance avec ses voisins et lui donner l'occasion de s'intégrer progressivement dans les institutions régionales. Un des sujets de discussion entre les membres de ce forum serait sans nul doute le problème de l'approvisionnement des pays de la région en pétrole et gaz russe, ainsi que la question des investissements nécessaires au développement des infrastructures y relatives. Ceci n'est qu'un exemple d'une future coopération économique régionale qui pourrait étendre ses compétences au domaine politique et de défense, car l'absence d'une architecture de sécurité collective en Asie se fait de plus en plus sentir. On se souviendra que, dans les premières années de son double mandat, George W. Bush était farouchement opposé au multilatéralisme. Il avait ignoré et même critiqué la communauté internationale, en particulier l'ONU, lorsqu'il s'était lancé dans sa guerre d'Irak. Lors du Shangri-La Dialogue, qui a eu lieu du 29 au 31 mai 2009 à Singapour, le secrétaire à la Défense Robert Gates n'a pas manqué de relever le changement de politique de la nouvelle administration américaine en citant ce que la secrétaire d'État Hillary Clinton avait dit lors de son premier voyage dans la région. America cannot solve the problems of the world alone, and the world cannot solve them without America. L'administration Obama devrait dès lors prendre la tête d'un mouvement destiné à concevoir et réaliser une structure sécuritaire en Asie. Cependant, Gates a aussi insisté sur le fait que l'engagement des USA en Asie est toujours aussi déterminé que jadis, tout en soulignant que la stratégie américaine dans la région a subi une nouvelle orientation. Washington place un accent plus important sur la capacité de se défendre de ses alliés. Selon Gates, le Japon et la Corée du Sud sont décidés et capables d'assumer la responsabilité de leur propre défense et de participer à la sécurité collective au-delà de leurs frontières. Il ne fait toutefois aucun doute que l'administration Obama mettra tout en œuvre pour maintenir les alliances américano-japonaises et américano-sud-coréennes, qui resteront l'épine dorsale de la posture américaine dans la région. Car, au dire de Dan Blumenthal et Aaron Friedberg, bien que l'on parle maintenant de soft power, la hard power reste le fondement de la politique américaine en Asie. Le défi qui attend les stratèges de Washington consistera à déterminer dans quelle mesure les militaires américains pourront maintenir leur liberté d'action et de mouvement en Asie, et quel rôle ils pourront jouer en tant que partenaires des Japonais et des Sud-Coréens. Quant à la Chine, contrairement à son prédécesseur Donald Rumsfeld, Robert M. Gates a soigneusement évité de vexer Beijing. Il a souligné que les États-Unis et la Chine travaillent ensemble pour faire face à des défis comme la crise de l'économie, la sécurité dans le cadre de tensions régionales, le contre-terrorisme, la sécurité énergétique, la piraterie, les désastres naturels. Il est essentiel que les États-Unis et la Chine coopèrent autant que faire se peut. Ceci inclut le maintien de canaux de communication et de contact dans le domaine de la défense. Pour leur part, les États-Unis restent fermement engagés dans ce but. Dans son allocution, Robert M. Gates a aussi souligné la corrélation entre la prospérité économique et la stabilité. La sécurité va au-delà des considérations purement militaires. Une crise économique peut se muer en crise sécuritaire. Il a en outre mentionné que le paysage stratégique de l'Asie de l'Est continue d'évoluer, citant les nouveaux centres de pouvoir Chine, Russie, Inde, Indonésie, qui rendent nécessaire la recherche d'une nouvelle architecture sécuritaire dans la région. La poursuite accélérée de la modernisation des appareils militaires. L'émergence de multiples défis transnationaux. Les menaces non conventionnelles, piraterie, pauvreté, différends ethniques, qui transcendent les frontières des États. Pour Gates,
ces nouvelles réalités vont à l'avenir jouer un rôle important au moment où les États-Unis vont réviser leur politique et leur stratégie dans de nombreux domaines, comme l'attestent la Quadrennial Defense Review et la Nuclear Posture Review. Dès lors, alors que les États-Unis disposent de capacités militaires sans équivalent, ils reconnaissent aussi qu'il est indispensable que les nations agissent en harmonie en vue de trouver des solutions et d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Le président Obama a parlé d'une politique étrangère américaine plus coopérative et consultative, afin d'imaginer ensemble des solutions à des problèmes identiques. Compte tenu de ce qui précède, Gates a tenté de définir quel sera le genre de leadership de Barack Obama et des États-Unis dans les années à venir. La nouvelle administration veut s'engager à écouter les opinions de ses amis et partenaires. Il ne fait pas de doute qu'avec son nouveau président, la politique étrangère et de défense américaine va opérer un tournant significatif. Dans un autre contexte, celui de l'OTAN, la nouvelle administration fait également preuve d'ouverture puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Alliance Atlantique, un général européen, un Français, occupera l'une des deux plus importantes fonctions de commandement. Mais, en plus de ses partenaires chefs d'État étrangers qu'il dit vouloir écouter, Obama devra également tenir compte des avis d'experts comme Donald Gregg, ambassadeur américain à Séoul de 1989 à 1993. Gregg connaît bien la Corée du Nord où il s'est rendu à plusieurs reprises. Il maintient des contacts avec des membres influents de la nomenclatura nord-coréenne, comme Kim Ki-gwan, le négociateur en chef des entretiens à 6. Selon Gregg, Barack Obama ne devrait pas trop attendre avant d'accepter l'offre de discussion bilatérale proposée par Kim Jong-il par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères à la fin du mois de juillet 1937. Mais dans l'intervalle, le naufrage de la corvette sud-coréenne Cheonan est venu compliquer la donne. Gregg prétend qu'il ne reste que 3 ans aux États-Unis pour régler le problème nucléaire nord-coréen, car la RPDC fêtera en 2012 le 100e anniversaire de Kim Il-sung, son président éternel. À l'évidence, 2012 est une date hautement symbolique pour le régime nord-coréen qui pourrait d'ici là avoir atteint son but d'établir une nation forte et prospère, et rester sur ses positions en refusant tout compromis sur son nucléaire militaire. Pour Gregg, Obama ne devrait pas répéter les erreurs de son prédécesseur. George W. Bush avait attendu 7 ans avant d'accepter de reprendre le dialogue direct avec Pyongyang, interrompu à la fin du mandat de Bill Clinton. Et de rappeler que les Nord-Coréens n'avaient jamais eu confiance en George W. Bush, car son administration était influencée par des haineux accents aigus aux conservateurs comme Dick Cheney, Donald Rumsfeld et John Bolton, tous 3 partisans de la manière forte à l'encontre de Pyongyang. Pour l'heure, le dialogue américano-nord-coréen et les entretiens à 6 sont suspendus. Les gestes de conciliation qu'ils avaient envoyés en 2009, en consentant à une rencontre privée de Bill Clinton avec Kim Jong-il, en libérant les 2 journalistes américaines condamnées à 12 ans de prison, en envoyant une délégation aux funérailles de Kim Dae-jung, ces gestes, s'ils s'étaient concrétisés réellement, auraient dû permettre de passer d'une situation de crise à une phase de diplomatie. Malheureusement, le torpillage, par un sous-marin nord-coréen, du navire de guerre sud-coréen Cheonan et l'attitude intransigeante de Lee Myung-bak ont entre-temps déstabilisé les relations intercoréennes. Mais depuis peu, il semble que les Nord-Coréens recherchent le contact avec Washington. La libération par la RPDC de l'Américain Gomez, pour qui Jimmy Carter était venu intercéder à Pyongyang, devrait être compris par Washington comme un geste de bonne volonté du régime nord-coréen et l'administration Obama devrait saisir cette perche pour relancer les négociations avec la RPDC. De même, la libération par Pyongyang d'un navire de pêche sud-coréen et de son équipage, capturé par la marine nord-coréenne, devrait aussi être acceptée par Séoul comme un signe positif. Au cas où la 3e génération des Kim devrait prochainement prendre le pouvoir en RPDC, on peut souhaiter qu'une nouvelle détente fasse suite à cette période de tension. C'est à espérer, car le problème nucléaire nord-coréen impacte sur toute la région de l'Asie de l'Est où une organisation de coopération et de sécurité fait cruellement défaut. Qu'attend-on pour créer une organisation de coopération et de sécurité en Asie ? La tranquillité en Extrême-Orient est souhaitée par tous les acteurs présents dans cette région, mais elle ne va pas de soi.
Nombreux sont les défis et les difficultés. L'appétit pour les ressources stratégiques et pour l'hégémonie est grand. En 2010 plus que jamais, le besoin se fait sentir d'un mécanisme multilatéral qui pourrait promouvoir la sécurité et la coopération en Asie du Nord-Est. Cette région est l'une des seules à ne pas connaître un organisme tel que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le but premier d'une telle organisation permanente en Extrême-Orient serait de prévenir les conflits et les confrontations militaires. Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, la péninsule coréenne attire l'attention des principaux acteurs politiques, militaires et économiques de la région Asie-Pacifique 38. Tous réfléchissent à la création d'un organisme de coopération et de sécurité dans le nord-est asiatique. Par exemple, lors du sommet extraordinaire de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, au début du mois de février 2009, Dimitri Medvedev s'était déclaré prêt à une coopération totale et universelle avec les États-Unis au sein d'une coalition antiterroriste en Asie centrale 39. La création d'une organisation de coopération et de sécurité est nécessaire, même si elle ne sera pas aisée. Toutefois, la diversité, voire l'incompatibilité des intérêts des pays de la région pourrait bien, comme en Europe, s'estomper, laissant la porte ouverte à des associations économiques telles que l'UE et ou de sécurité du même genre que l'OSCE. Car ce ne sont pas les tentatives de créer une conférence sur la sécurité en Asie qui manquent. Brejnev en 1972, le Bangladesh en 1973, Gorbatchev en 1986 à Vladivostok, Rotae-Wu à l'ONU en 1988, James Baker en 1991, l'ANASEPMC en mai 1991 à Singapour. En visite à Séoul dès le 21 juin 1993, le Premier ministre de l'Australie avait recherché le dialogue sur la sécurité en Asie-Pacifique. Plus près de nous, les gouvernements de la région ont entrepris une lutte contre le terrorisme en impliquant des organisations multilatérales telles que l'ARSF, ASEAN Regional Security Forum, et l'APEC, sans oublier la PSI. Le 2 décembre 2005, Ban Ki-moon, alors ministre sud-coréen des Affaires étrangères, avait donné une conférence au North Atlantic Council à Bruxelles. Au dire de Ban, le traité de l'OTAN pourrait être un modèle de coopération pour la sécurité multilatérale en Asie. Néanmoins, le problème nucléaire nord-coréen empêche pour l'instant la réalisation d'un tel traité. Il ne fait cependant pas de doute qu'une confiance mutuelle pourra se développer en Asie du Nord-Est lorsque le dit problème aura été résolu pacifiquement et définitivement. Un premier pas, timide, dans la direction de la création d'un organe de sécurité en Asie avait été franchi le 11 avril 2006 à Séoul avec la signature d'une déclaration par le parlementaire sud-coréen Chang Young-dal et le parlementaire russe Klu Viktor Alexandrovitch, lors de la 7e réunion du Korea-Russia Interparliamentary Council. Le communiqué publié à la fin de ce forum stipulait que The two parties will work towards creating a multilateral security environment in Northeast Asia 43. Le 10 janvier 2007 à Cebu, Philippines, les 10 ministres des Affaires étrangères de la NAS avaient approuvé un pacte antiterroriste. Ils s'étaient convenus de faciliter l'identification des flux financiers douteux et de simplifier les procédures d'extradition. Rappelons enfin que le 10 septembre 2006 à Helsinki, le président sud-coréen Roh Moo-hyun avait proposé la création d'un régime multilatéral de sécurité en Asie. Lui emboîtant le pas, un membre du gouvernement sud-coréen a déclaré, en février 2010, que la Corée du Sud militait en faveur de discussions avec la Chine et le Japon en matière de sécurité. D'ici fin 2010, un groupe de travail sera formé de militaires de haut rang des 3 pays. Une fois le canal militaire établi, une coopération militaire pourra être mise sur pied avec des manœuvres communes. On le voit, les bonnes volontés ne manquent pas plus que les problèmes à résoudre. Nous avons constaté que pour les Nord-Coréens, les États-Unis constituent une menace permanente. De plus, mis à part les entretiens à 6, et encore, ils recherchent un dialogue avec les seuls Américains, les Nord-Coréens tolèrent mal le multilatéralisme. Ils ont adhéré à l'ONU, contraints et forcés par la Chine qui ne voulait pas opposer son veto à l'adhésion de la Corée du Sud.
Il participe en qualité d'observateur à certains organismes voués à l'intégration économique en Extrême-Orient, mais sont réticents envers toute organisation de coopération et de sécurité en Asie. Une des craintes de la nomenclatura nord-coréenne est que les efforts de la communauté internationale pour intégrer la RPDC conduisent à un changement, voire à un éclatement du régime de Pyongyang. Il est évident que la Corée du Nord pourrait de prime abord se sentir visée par un mécanisme auquel elle ne voudrait probablement pas appartenir. Il conviendrait dès lors de persuader Pyongyang que son adhésion serait souhaitable et que son appartenance à une organisation pour la sécurité et la coopération en Asie du Nord-Est lui serait profitable. Qu'en est-il de Washington ? Les Américains croient qu'ils sont différents, meilleurs et moralement supérieurs au reste de l'humanité. Sauront-ils s'adapter à un monde en transformation ? Les intérêts stratégiques américains en Asie sont de deux ordres. Comme nous l'avons décrit plus haut, ils concernent primo la péninsule coréenne, secondo la région du Nord-Est asiatique. Pour ce qui est de la péninsule coréenne, Washington veut en priorité obtenir la dénucléarisation de la RPDC, mais l'administration Obama n'est pas opposée à des entretiens bilatéraux avec Pyongyang, entretiens qui, avec le temps, pourraient déboucher sur la signature d'un traité de paix. Au plan régional, une fois la Corée du Nord dénucléarisée et un régime de paix établi sur la péninsule, les États-Unis souhaitent qu'une organisation multilatérale de coopération et de sécurité en Asie du Nord-Est soit mise sur pied afin de prévenir tout conflit dans cette région. Une telle organisation renforcerait les relations sino-américaines, sans pour autant affaiblir celles que les USA entretiennent avec le Japon et la Corée du Sud. Derrière cette stratégie des États-Unis se cache aussi la crainte d'une perte d'influence dans cette région car comme nous l'avons vu, la Chine et la Russie ne veulent rien entendre d'une hégémonie américaine en Asie. Elles contestent de plus en plus la politique hégémonique des Américains. Dès lors, il est évident que ces derniers, de par leur volonté de domination, pourraient représenter une entrave à l'évolution harmonieuse dans la région du Nord-Est asiatique. Dans son intéressante analyse « The End of Pax Americana », Christopher Lane écrit que, partant du principe qu'une puissance hégémonique devrait résoudre les problèmes et non pas les créer, les États-Unis devraient se retirer de leurs engagements avec le Japon et la Corée du Sud. Les motifs de ces engagements sont depuis longtemps dépassés. En effet, dans les années 1950, Washington s'était engagé à défendre ces deux pays dans des conditions qui n'existent plus aujourd'hui. De plus, ces engagements n'avaient jamais été pris pour tenir indéfiniment. Au lieu de vouloir maintenir leur rôle de superpuissance en Asie, les USA devraient donc encourager leurs alliés japonais et sud-coréens à assumer seuls la responsabilité de leur défense et à s'engager dans le maintien de la sécurité dans cette région. Car à l'évidence, les États-Unis ne pourront pas indéfiniment assumer seuls un rôle majeur dans la politique de sécurité de la région. Comme l'a indiqué Robert Gates, la nouvelle administration américaine en est consciente. De leur côté, la Corée du Sud et le Japon pensent de plus en plus souvent que les incertitudes et les risques auxquels ils doivent faire face sont trop importants pour qu'ils confient la défense de leurs intérêts aux seuls Américains. Un facteur d'instabilité dans le Nord-Est asiatique est le manque de démocratie dans nombre des États de cette région. Selon une étude de la Freedom House, sur 192 États, 89 sont considérés comme libres, 54 comme partiellement libres et 49 comme pas libres. La Chine est qualifiée de système autoritaire et la Corée du Nord de régime totalitaire. Seuls 5 pays de la région Corée du Sud, Japon, Taïwan, Mongolie et Russie, appartiennent à la catégorie des États démocratiques, bien que les Russes ne soient pas considérés comme étant libres quant aux droits politiques et aux libertés civiles. Dans son étude de 2004 sur la liberté de la presse, Freedom House mentionnait que sur 193 pays, la Corée du Nord pointait au dernier rang, la Chine au 173e rang et la Russie au 148e rang. Le Japon était 33e, Taïwan 50e, la Corée du Sud 68e et la Mongolie 80e. Un autre facteur à considérer pourrait être qu'avec la Mongolie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan comme observateurs, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, comprend quasiment la moitié de la population mondiale. L'OCS comporte 4 puissances nucléaires, la Chine, la Russie, l'Inde et le Pakistan.
Eu égard aux ressources énergétiques dont disposent les États membres ou proches de l'OCS, cette organisation a donc acquis un formidable potentiel politique, économique et militaire. Il est donc probable que la Russie, mais aussi la Chine, utiliseront l'OCS pour affaiblir l'influence des États-Unis et de l'Europe en Asie centrale. Dans cette perspective, Moscou et Beijing pourraient utiliser l'OCS comme l'embryon d'une organisation de coopération et de sécurité en Asie. Il faudrait alors que le Japon et la Corée du Sud modifient leur traité d'assistance mutuelle avec les États-Unis. Parmi les problèmes auxquels l'Asie sera confrontée dans les années à venir, il sied de rappeler les tensions entre la Chine d'une part et l'Inde et les États-Unis d'autre part, tout en précisant que pour l'instant, ces tensions ne remettent pas en cause leurs relations. En effet, selon le rapport Rams de l'IFRI, Institut français des relations internationales, ces trois puissances ont plus intérêt à s'entendre qu'à se confronter. Toutefois, la Chine, qui connaît des tensions intérieures, Tibet, Xinjiang, pourrait être conduite à se trouver des ennemis extérieurs afin de consolider sa cohésion sociale. Cependant, il est évident que les relations économiques, et non seulement politiques, entre les États-Unis, puissance dominante, et la Chine populaire, puissance émergente, constitueront un facteur déterminant du futur environnement géopolitique de la région. La position hégémonique des États-Unis dans la région va inévitablement prendre fin. Les Américains sont conscients de cette évolution. Ils devront se demander quel nouvel ordre international ils souhaitent cautionner. Si la croissance de l'économie chinoise se poursuit pendant les 20 années à venir au même rythme que celui auquel elle nous a habitués au cours des 10 dernières, exception faite de 2008 et 2009, les États-Unis et la Chine, déjà rivaux dans plusieurs domaines, pourraient bien s'engager dans une compétition dangereuse pour la sécurité de la région, voire de la planète. Car si l'on considère la vitalité de l'économie chinoise, la taille de ses réserves en devises, si l'on considère les efforts de modernisation de son armée, et surtout si l'on sait que lorsque la puissance d'un challenger augmente en même temps que celle de l'État dominant diminue, l'émergence de la Chine pourrait provoquer un drame majeur au cours du XXIe siècle. Les dirigeants chinois sauront-ils éviter de déstabiliser l'ordre existant en l'intégrant ? Ce n'est pas exclu lorsqu'on constate que le cadre légal et institutionnel initié à l'Ouest, ONU, OMC, etc., influe déjà sur la Chine et suscite même la tentation chez certains de ses dirigeants d'intégrer l'ordre et les méthodes des sociétés libérales. Compte tenu de la compétition économique sino-japonaise, voire au plan politique et militaire, et des antagonismes existants entre les deux Corées et entre la Chine et Taïwan, et au vu des disputes territoriales entre la Russie et le Japon, de même qu'entre la Chine, le Japon et d'autres pays du sud-est asiatique concernant les îles de la mer de Chine orientale et de la mer de Chine méridionale, ainsi que, dans une moindre mesure entre le Japon et la Corée du Sud au sujet des îlots de Tokado, Takeshima, il est peu probable, même si c'est souhaitable, qu'un organisme multilatéral de résolution des conflits puisse voir le jour prochainement, bien qu'un volet des entretiens à 6 sur la dénucléarisation de la RPDC devrait, conformément à la déclaration du 19 septembre 2005, travailler à l'établissement d'un régime de paix en Asie de l'Est. En effet, nous l'avons vu, la démocratie n'a pas encore pris racine dans tous les États de cette région. La guerre est encore et toujours une option de la politique étrangère dans beaucoup de ces pays. Dès lors, malgré ce que préconise Christopher Lane, il est évident que la présence militaire des États-Unis en Corée du Sud et au Japon est pour l'instant l'unique et indispensable facteur de stabilité dans la région, n'en déplaise à Pyongyang. Les USA étant le seul pays à pouvoir maintenir un équilibre politique et militaire, ils se doivent de réduire les tensions et de pallier à l'absence d'une organisation de coopération et de sécurité en Asie. Malgré le poids politique, économique et militaire indéniable de la Chine, du Japon et des États-Unis, et compte tenu de l'influence que chacune de ces puissances veut exercer en Extrême-Orient, il ne fait pas de doute que la péninsule coréenne, de par sa position géostratégique déterminante, jouera à l'avenir un rôle essentiel pour la stabilité ou pour la déstabilisation de la région. En octobre 2008, le People's Daily de Beijing publiait un éditorial non signé où l'on pouvait lire, entre autres commentaires, « La géopolitique mondiale va devenir de plus en plus complexe,
le NE accent aigu au protectionnisme arrivé et dans l'avenir, les barrières commerciales plutôt grimper que diminuer. Étant donné que pour la plupart, les dirigeants des États impliqués en Asie appellent de leur vœu la création d'un organisme capable de promouvoir la coopération et la sécurité, il ne manque que la volonté politique pour aller de l'avant. Qui prendra l'initiative de convoquer une conférence pour tenter d'atteindre ce but ? L'environnement géopolitique des deux Corées. Dans cette partie de l'ouvrage, sans aller jusqu'à faire de la politique fiction, nous tenterons d'entrouvrir quelques fenêtres sur ce que pourrait être à l'avenir la situation de la péninsule coréenne et celle de son environnement géopolitique. Les événements se succédant rapidement, cette vision ne pourra être que fragmentaire. Basée sur les évolutions récentes dans les deux Corées, ainsi que dans la région du Nord-Est asiatique et des États-Unis, cette analyse prospective devrait cependant nous permettre d'examiner quelles pourraient être les stratégies des pays qui, dans les années à venir, exerceront une influence sur la péninsule en suivant quelques pistes comme le dilemme de la réunification des deux Corées, celui de la dénucléarisation, la question de la signature d'un traité de paix, celle de la création des apostrophes, une éventuelle organisation de coopération et de sécurité en Asie. Les pays du Nord-Est asiatique et les États-Unis. Asia's rise will fundamentally alter the structure of the international system and the character of great power politics. L'évolution en Extrême-Orient en général et dans la péninsule coréenne en particulier est si rapide qu'il serait téméraire, voire vain de vouloir dresser un bilan définitif, sous peine d'être démenti le lendemain déjà. J'en veux pour indice le développement des relations de la République de Corée, RC, Corée du Sud, avec l'ex-URSS, puis avec la Russie, et peut-être plus encore la progression inimaginable en 1990 des relations politiques et commerciales de la RC avec la Chine. Dès lors, le lecteur comprendra aisément que cette analyse n'a pas la prétention d'être exhaustive. Nous tenterons néanmoins de cerner les relations que les deux Corées entretiennent avec leurs voisins. Il s'agit en fait des États de la région Asie-Pacifique, tant il est vrai que les USA sont très présents dans cette partie du monde. Bien que le territoire des États-Unis, contrairement à celui des autres pays de la région, ne s'étende pas jusqu'en Asie du Nord-Est, les USA sont encore la puissance avec laquelle il faut compter. De toute évidence, les États-Unis sont, avec la Chine et le Japon, l'un des trois principaux protagonistes de la politique de cette région. La Russie y joue aussi un rôle, bien que de moindre importance. En outre, une étude des relations entre les pays de la région ne peut pas se limiter aux rapports qu'entretiennent les deux Corées avec les quatre puissances qui influent sur la péninsule, les USA, la Chine, le Japon et la Russie. Il faudrait, pour être complet, examiner en détail les relations russo-chinoises, nettement améliorées depuis que les problèmes frontaliers concernant les rivières Amour, Ussuri et Argun ont été réglés au début de 2005. Les relations russo-américaines, détendues depuis l'élection de Barack Obama à la présidence des USA. Les relations russo-japonaises. Le problème des Kuriles est loin d'être réglé, d'autant moins que l'ancien Premier ministre japonais Koizumi était allé inspecter ces îles par bateau en automne 2004, alors que pour Poutine, les Kuriles sont sous souveraineté russe. C'est un fait de droit international. C'est une conséquence de la guerre et nous n'allons pas en faire un sujet de discussion. Il faut cependant noter une amélioration des relations russo-japonaises, suite à la visite de Poutine à Tokyo. Mais aussi les relations sino-américaines, la montée en puissance de la Chine, l'après-Tiananmen. Où en est-on en matière des exigences américaines quant aux droits de l'homme en Chine ? La Chine et les USA sont en train de monter un réseau mondial distinct d'alliés pétroliers. La guerre du pétrole aura-t-elle lieu entre ces deux grands consommateurs d'or noir ? Les relations américano-japonaises, après le « je t'aime, moi non plus », des années 1990, on a constaté depuis 2005 un alignement japonais sur la politique américaine de défense, sans oublier le rôle que la présence des troupes américaines dans la région pourrait encore jouer à l'avenir dans le maintien d'un équilibre entre le Japon et la Chine. Sans omettre les relations sino-japonaises, ces deux superpuissances asiatiques, rivales pour l'obtention du pétrole et du gaz russe, mais aussi, et peut-être surtout, pour la suprématie en Extrême-Orient.
La montée en puissance de l'Inde mériterait également que l'on prenne la peine de consacrer un chapitre à cette grande démocratie et aux relations qu'elle entretient avec les pays mentionnés plus haut, principalement avec la Chine qui, avec les bases navales qu'elle construit ou loue, tisse autour du sous-continent un collier de perles qui indispose New Delhi. De même, il serait intéressant, mais trop long, d'étudier les relations des deux Corées avec des acteurs tels que l'Australie et l'Union européenne, secondaires en ce qui concerne la problématique nucléaire nord-coréenne, de même que ce serait aller trop loin si l'on tentait d'examiner à fond les relations de la Chine avec les pays d'Afrique. Cette partie de l'étude portera essentiellement sur le nouvel environnement politique, économique et géostratégique de la péninsule coréenne. Compte tenu des évolutions en cours dans la région du Nord-Est asiatique, les États concernés devront réexaminer et réorienter de nombreux aspects de leur politique économique et de défense. Il ne sera donc pas aisé d'émettre des conclusions formelles lorsque l'on est confronté à une histoire en mouvement et à des relations interétatiques en pleine mutation. Cependant, avant de détailler certaines des caractéristiques qui influencent les relations des deux Corées avec les pays du Nord-Est asiatique et avec les États-Unis, il sied de donner quelques brèves informations relatives à chacun de ces États au plan de leur vision économique et politique, et aussi quant à leur effort d'armement, donc à leur stratégie. L'intérêt de cette analyse réside de toute évidence dans le fait que la géopolitique en Asie du Nord-Est s'est considérablement modifiée en l'espace de 10, voire même de 5 ans seulement. Elle conditionne la situation actuelle des deux Corées et pèsera sur leur avenir. La Chine. La Chine est un vieux pays, mais une puissance encore jeune. Les efforts de la Chine en vue d'atteindre un statut de grande puissance se sont accélérés ces dernières années grâce à la croissance de son économie, à son statut de puissance nucléaire, à son siège permanent aux Nations Unies, à sa superficie et au poids de sa population, mais aussi grâce à son influence croissante dans les arènes internationales, comme les entretiens assises sur la question nucléaire nord-coréenne. Le but des leaders chinois est de créer une société moderne d'ici 2020. Ils veulent maintenir, voire accentuer la Peaceful Rise, éveil pacifique ou émergence pacifique et Pingjueki de leur pays. Pour eux, 3 conditions essentielles doivent être remplies. Unité nationale, stabilité, souveraineté. L'unité nationale est la plus importante de ces conditions. De tout temps, les gouvernements chinois ont été confrontés à un défi politique majeur: maintenir leur contrôle des populations sur leur immense territoire. Dès lors, à court terme, le leadership chinois veut assurer la stabilité du régime en maintenant l'ordre public et le contrôle par le parti au moyen d'un dirigisme autoritaire sans précédent, tout en tolérant un capitalisme débridé. À plus long terme, Beijing veut atteindre les 3 conditions essentielles mentionnées plus haut en s'assurant une configuration stratégique favorable, en réglant les disputes internationales par la diplomatie et non par la force, en n'intervenant pas dans les affaires internes des autres États, y compris surtout concernant les violations des droits de l'homme, en affirmant la nature défensive de ses forces armées, en renonçant à être le premier à utiliser l'arme nucléaire, no first use of nuclear weapons, en supportant l'établissement de zones libres d'armement nucléaire. Pour Beijing, mieux vaut l'ordre établi, le statu quo, que de risquer le chaos. Malgré ce qui à première vue pourrait conduire à l'immobilisme, la Chine veut regagner la place qui lui revient dans le monde. Elle éprouve le besoin d'affirmer sa souveraineté et de recréer sa grandeur passée. Pour ce faire, Beijing développe conjointement son économie et sa politique extérieure, sachant que la Chine ne sera pas entendue si son économie est faible. Dans cet ordre d'idées, tant l'ancien président Jiang Zemin que son successeur Hu Jintao ont exprimé clairement leur but. Pour Jiang, il faut combattre ensemble l'hégémonisme et la domination occidentale afin d'établir un nouvel ordre mondial. Pour Hu Jintao, c'est la politique des 4 non. Non à l'hégémonisme, non à la politique de la force, non à une politique de bloc, non à la course aux armements. De toute évidence, l'obstacle majeur pour Beijing reste la stratégie unipolaire des États-Unis qui sont encore la première puissance du monde au plan militaire, technologique et économique, même si cette puissance est de plus en plus contestée. Car, pour Arnaud de Lagrange, la méfiance des Chinois pour la gestion politique du monde par des Américains trop idéologues s'est désormais étendue au domaine de l'économie et de la finance. En effet,
Tout en courtisant la Chine pour leurs immenses réserves en devises, les Américains tentent aussi de l'empêcher de devenir la puissance dominante en Asie de l'Est. Le Parti communiste chinois au pouvoir voit, comme but ultime de sa stratégie, d'une part l'accession de la Chine à la position de la puissance incontestée en Extrême-Orient et d'autre part, l'exercice par Beijing d'une influence majeure en Asie du Sud avec l'Inde et en Asie centrale avec la Russie. Pour atteindre ces buts, la Chine devra exclure les Américains d'Asie en incorporant Taïwan, ce qui aura pour conséquence de rendre moins crédibles les garanties de sécurité données par Washington à la Corée du Sud et au Japon. Comme le mentionne le général Daniel Schaeffer dans son article paru dans la revue Défense de mai-juin 2009, le rêve de la Chine aujourd'hui est bien devenu de prendre, face aux États-Unis, la place qu'occupait l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Ceci étant, les Chinois ont encore une posture ambivalente face à la puissance. Ils la veulent, la revendiquent, mais ne sont pas encore prêts à se distraire de leurs préoccupations intérieures pour prendre une trop lourde part du fardeau mondial. Comme nous le verrons plus loin, Taïwan, un conflit potentiel et tensions en mer de Chine méridionale, les îles Spratly, Paracel et Senkaku, Diaoyu. La Chine tient à s'assurer le contrôle de la totalité de la mer de Chine méridionale. Le but de Beijing n'est pas uniquement de s'approprier les 4 archipels qui la parsèment pour des motifs expansionnistes, mais bien de mettre main basse sur les gisements d'hydrocarbures qui s'y trouvent et également, de sécuriser le tronçon final de ses voies maritimes afin d'assurer son approvisionnement. En d'autres termes, pour ce faire, la Chine doit impérativement maîtriser les voies du transport maritime de son commerce et surtout, assurer son approvisionnement en énergie, principalement pétrole et gaz, mais aussi dans d'autres domaines comme la pêche et les matières premières qu'elle veut se procurer dans cette mer. Beijing veut donc se donner les moyens de cette stratégie en développant une marine de haute mer, Blue Water Navy, dont la finalité sera le contrôle de cette zone, mais aussi de contribuer à l'exercice de ce qu'elle considère son droit souverain. Il faudrait étudier dans le détail la vision économique de la Chine, ses succès 64 et ses revers, son développement économique destiné à assurer sa puissance 65, le problème de la sécurité de ses approvisionnements en énergie, priorité pour Beijing, compliqué dans ce domaine par la compétition entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l'effort d'armement de la Chine. Mais une telle étude déborderait le cadre de cet ouvrage. En résumé, la stratégie économique chinoise peut se résumer comme suit. La Chine passe des accords pétroliers avec la Russie et le Kazakhstan. Elle investit et passe des accords pétroliers avec ces pays désignés comme États voyous par Washington, Iran, Soudan. Mais le capitalisme prédateur de Beijing ne se limite pas au pétrole. Elle investit dans le développement des lignes de chemin de fer en Afrique et en Amérique du Sud pour favoriser l'acheminement des matières premières, bois, cuivre, etc., vers des ports en vue de leur exportation vers la Chine. Elle utilise ses relations spéciales comme levier en vendant des armes à ses partenaires pas toujours blancs comme neige pour en obtenir des concessions, des licences d'exploitation et des prix préférentiels pour elle. Achat de brut, et donc pour alléger sa facture pour les hydrocarbures qu'elle importe. Cependant, un autre motif de crainte pointe à l'horizon des années 2030, le vieillissement de la population chinoise. Pour Stéphane Marchand, rédacteur en chef au Figaro Économie, la Chine sera vieille avant d'être riche et ce télescopage des étapes de son développement n'est pas bien appréhendé. On l'aura constaté, l'impact de la Chine sur le monde en général et en particulier sur la région est conséquent. Les orientations économiques et politiques de l'Empire du Milieu influencent la stratégie américaine. C'est particulièrement le cas en Asie centrale et en Extrême-Orient. Mis à part les enjeux pétroliers et gaziers, 2 points de tension, Taïwan et les îles de la mer de Chine méridionale, pourraient déstabiliser la région et entraîner la Corée du Sud, bien malgré elle, dans un conflit. Il sied donc de nous intéresser à ces sources de conflits potentiels. Taïwan, un conflit potentiel. The Taiwan Strait remain a potential trouble spot where miscalculation could transform a local contest for influence into a wider great power confrontation. L'île de Taïwan, 36 000 km², 23 millions d'habitants, est revendiquée par la République populaire de Chine depuis 1949. Beijing considère Taïwan comme une province rebelle à son autorité. Jusqu'à récemment, les Chinois parlaient du soi-disant président de Taïwan.
À Taipei, on a longtemps tenu un discours légitimiste. Taïwan représente seul toute la Chine. Il est clair qu'en droit international, il y a 2 États souverains. Tous les critères de reconnaissance sont là. Un territoire, un peuple, un gouvernement démocratiquement élu. D'ailleurs, une vingtaine d'États reconnaissent Taïwan, bien que ce nombre aille en diminuant, Beijing n'accordant son aide économique et financière qu'à la condition que les États récipiendaires de cette assistance rompent avec Taïwan 68. Il est intéressant de noter que cette île avait été incorporée à la Chine en avril 1644. Quelques décennies plus tard, en 1684, la Chine craignait déjà d'être déstabilisée par Taïwan. En 1895, la Chine cède Taïwan au Japon qui y exercera son autorité de puissance coloniale jusqu'en 1945. Lors de la conférence du Caire, en novembre 1943, entre Churchill, Roosevelt et Chiang Kai-shek, il avait été décidé que l'île serait rendue à la Chine à la fin de l'occupation japonaise. Au cours de leur occupation coloniale de Taïwan, les Japonais avaient construit la plupart des lignes de chemin de fer, des sucreries et des barrages d'irrigation de l'île. Les nationalistes japonais ne manquent pas une occasion de s'en vanter, comme l'avait fait Taro Aso, alors ministre des Affaires étrangères, au début du mois de février 2006, de même qu'ils prétendent que c'est grâce à eux que les Taïwanais ont atteint un niveau élevé d'instruction. Quant à leur occupation de Taïwan, les Japonais disent aisément supporter la comparaison avec les Chinois nationalistes qui, en 1947, au cours de ce que l'on appelle l'incident du 28 février, avaient massacré des dizaines de milliers de personnes originaires de Formose, principalement des intellectuels, par crainte qu'ils puissent être des sympathisants communistes ou qu'ils puissent s'opposer au gouvernement nationaliste. Il ne fait pas de doute que les Chinois n'apprécient pas de telles affirmations. Pour une fois, Beijing et Taipei ont été d'accord pour les condamner. Ironie de l'histoire. L'élite politique de Taïwan commémore la fête nationale dans le palais des anciens gouverneurs coloniaux japonais. Depuis la défaite des nationalistes et leur fuite sur Formose en 1949, le détroit du même nom, aujourd'hui détroit de Taïwan, est l'un des points chauds de la planète. Tokyo, qui a aligné sa politique de défense sur celle des États-Unis, avait annoncé en 2005 que le Japon interviendrait militairement au cas où la Chine attaquerait Taïwan. Le Japon a rejoint les USA en qualifiant la tranquillité dans le détroit de Taïwan comme étant un Common Strategic Objective 73. Cependant, alors que les Américains avaient déclaré en 2001 être prêts à défendre Taïwan quel qu'en soit le prix, la Maison-Blanche avait modifié sa rhétorique en 2005. Nous sommes contre tout changement de statu quo, et nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan. Nuan. Selon le ministre de la Défense de Taïwan, la Chine populaire dispose de 700 missiles dans ses provinces côtières. Daniel Schaeffer parle de 1100 missiles à courte portée. Ce nombre sera porté à 1400 d'ici 2014. Dans son rapport annuel au Congrès sur les développements militaires de la Chine, le Pentagone a relevé en août 2010 la croissance continue des capacités militaires de Beijing, y compris les centaines de missiles chinois menaçant l'île rebelle. En face, la flotte américaine est prépositionnée aux environs du détroit de Formose. De leur côté, les Taïwanais dépendant des achats d'armes américaines pour assurer leur sécurité. Les USA ont approuvé, le 6 janvier 2010, la vente à Taïwan d'un système de défense antimissile Patriot Advanced Capability 3, PAC-3, de Lockheed Martin pour 968 millions de dollars. Beijing a averti que cette vente constituait un obstacle sérieux aux relations militaires sino-américaines. Dès lors, la loi anti-sécession adoptée à la mi-mars 2005 par le Parlement chinois, rendant illégale une indépendance formelle de Taïwan, est un avertissement formel à la province rebelle. Cette loi stipule que toute modification de la constitution de Taïwan ayant pour but de légaliser l'indépendance de l'île pourra justifier une action militaire de la Chine populaire, bien que Wen Jiabao, le Premier ministre chinois, ait précisé que cette loi ne signifiait pas une déclaration de guerre, mais qu'elle servait au contraire à renforcer les liens entre l'île et le continent. Taïwan a néanmoins réagi en condamnant cette législation, la qualifiant de chèque en blanc, autorisant la Chine à engager des hostilités. Il est intéressant de relever que le général Zhu Shenggu, directeur de l'école militaire supérieure de Beijing où sont formés les officiers généraux et les hauts fonctionnaires chinois,
avait déclaré en juillet 2005 que la montée en puissance du système nucléaire stratégique chinois devrait lui permettre d'atteindre les États-Unis en cas d'escalade nucléaire, et que ces armes en plein développement serviraient en cas d'affrontement autour de Taïwan. Même si, comme l'écrit Glyn Ford, le problème de Taïwan est un reliquat de la guerre civile chinoise, l'île n'est pas un pays indépendant que la Chine menace d'envahir. On peut douter que Beijing utilise des armes nucléaires contre Taïwan. On ne bombarde pas des compatriotes. Par contre, les Chinois se préparent à une guerre asymétrique en cas de conflit, cyberguerre, utilisation de leurs sous-marins. Pour leur part, en cas de conflit, les USA pourraient bloquer ce détroit considéré par Washington et Tokyo comme un objectif stratégique, paralysant les acheminements en pétrole et dès lors l'industrie chinoise. Une telle éventualité pourrait avoir pour conséquence une instabilité accrue dans la région, voire un conflit ouvert entre la Chine et les USA. Mais n'oublions pas que Beijing et Washington ne sont pas prêts à se battre militairement pour Taïwan, car d'une part, la Chine a besoin de maintenir ses marchés d'exportation vers les États-Unis et l'Europe. D'autre part, Washington doit maintenir ses relations économiques avec Beijing pour protéger les investissements américains en Chine et pour continuer à vivre grâce au crédit chinois. En effet, l'économie taïwanaise est moins intéressante pour les USA que l'économie chinoise. Ceci signifie que les États-Unis doivent supporter la politique chinoise du One China et décourager les velléités d'indépendance taïwanaise. La position américaine quant aux différends sino-taïwanais est claire. The United States oppose any threat to use force and any unilateral move by either side to change the status quo. Cette posture politique avait été confirmée en décembre 2007 par Condoleezza Rice, lorsque Taïwan avait manifesté son intention de solliciter son adhésion à l'ONU, provoquant une cinglante réplique de Beijing. Pour plus de 6 décennies, les forces armées américaines présentes dans le détroit sont une frustration pour la volonté de réunification exprimée par les communistes chinois. En cas de conflit et de défaite de la Chine, un changement de régime à Beijing ne serait pas exclu. D'un enjeu de propagande, Taïwan est donc devenu un enjeu central pour l'avenir même du régime communiste chinois. Dans un article publié le 30 juin 2005 dans le World Peace Herald, William S. Lind allait jusqu'à écrire que, contrairement aux suppositions des haineux accents aigus aux conservateurs américains, le régime qui succéderait à la nomenclature chinoise actuelle ne serait pas une démocratie parlementaire. Lind croit qu'une nouvelle période of warring states s'installerait en Chine continentale. Taïwan pourrait donc être le facteur de trouble qui pourrait déstabiliser le régime chinois, voire la région tout entière. Heureusement, le président Hu Jintao a une approche plus nuancée que celle du général Zhu Chenghu. Depuis qu'il a consolidé son pouvoir en 2006, Hu a pu se distancer de la rhétorique agressive dont son prédécesseur Jiang Zemin usait à l'encontre de Taïwan. Il en est de même pour le Premier ministre Wen Jiabao. Ma Ying-jeou, le maire de Taipei, chef de file du Kuomintang KMT, a été élu président de Taïwan au début de 2008. Ma s'est immédiatement prononcé pour renouer le dialogue avec Beijing sur la base du compromis négocié en 1992. Il n'existe qu'une seule Chine, mais chaque rive du détroit garde le droit à sa propre interprétation. Ma Ying-jeou n'exclut pas une éventuelle unification, mais affirme que c'est le peuple de Taïwan qui devra se prononcer. Dès lors, tant Washington que Beijing espèrent que Ma Ying-jeou arrêtera les velléités d'indépendance de l'île prêchées par son prédécesseur Chen Shui-bian, éloignant ainsi le risque d'une guerre. Car en cas de déclaration d'indépendance de Taïwan, on peut imaginer 3 réactions de Beijing. Primo, une attaque de l'île. Secondo, un blocus avec bombardement électromagnétique rendant inopérant tout système informatique de commandement. Tertio, une normalisation sans réunification. Depuis quelques années, les relations économiques entre Taïwan et la Chine continentale se sont développées harmonieusement. Taïwan est un des plus importants investisseurs en Chine continentale. Taïwan a délocalisé 60 000 de ses entreprises et usines en Chine, alors que 36% des matériels informatiques taïwanais sont fabriqués dans l'île, 47% le sont en Chine. 1 million de Taïwanais vivent en Chine. Depuis décembre 2008, les deux Chines ont mis en place les 3 liaisons directes, postales, aériennes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.